Merci Guylaine, merci Françoise, bonsoir à tous et bienvenue dans Complément d'enquête. Ça tangue dans le monde syndical. La CGT, la première organisation ouvrière, sort de la plus grave crise de son histoire, l'affaire de l'appartement de Thierry Lepan, alors que pendant ce temps-là, le patronat s'est choisi une ligne dure. CGT, MEDEF, pour qui roulent les syndicats? C'est le thème de ce 287e numéro de Complément d'enquête. Qu'est-ce que vous êtes venu dire, monsieur? Virer les pourris. Des militants CGT qui envahissent le siège national de la CGT. De mémoire de syndiqués, on n'avait jamais vu ça. Ils se sont invités jusque dans les étages de la direction pour réclamer la démission du secrétaire général du syndicat, Thierry Lepan. C'est un comble, le siège de la CGT envahi par des militants, un leader syndical soupçonné d'avoir exigé un appartement et un bureau luxueux. C'est l'affaire Thierry Lepan qui a coûté son poste au secrétaire général de la CGT. Son successeur, Philippe Martinez, a été élu mardi. Philippe Martinez qui va nous rejoindre dans les fauteuils rouges pour sa toute première interview à la télévision. On va faire connaissance avec lui, on va revenir sur le scandale. On va aussi vous raconter l'histoire édifiante de deux usines de pneus, deux usines voisines où les syndicats ont choisi des stratégies radicalement différentes et on va voir ce que ça a donné. On ira aussi dans le camp d'en face, au MEDEF, au patronat, pour découvrir qui est vraiment l'étrange monsieur Gattaz. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'appartements et de bureaux rénovés pour des dizaines de milliers d'euros? Good luxe à la CGT, c'est un reportage de Mathieu Fourou, Julien Pelletier et Olivier Broutin. Pour tweeter, réagir et commenter, le mot-clé c'est d'enquête. Ce 13 janvier, il débarque à la capitale avec drapeau rouge et sifflet. Des syndiqués très remontés, venus de Beauvais, criaient leur colère dans un lieu où personne ne manifeste jamais. On est venu dire à la Confédération qu'il faut arrêter, que tout le monde en a marre à la base. La CGT appartient aux syndiqués et pas une minorité. Ces adhérents réclament les têtes de leur direction, celles des patrons de la CGT. Qu'est-ce que vous êtes venu dire, monsieur? Virer les pourris. Des militants CGT qui envahissent le siège national de la CGT. De mémoire de syndiqués, on n'avait jamais vu ça. Ils se sont invités jusque dans les étages de la direction pour réclamer la démission du secrétaire général du syndicat, Thierry Lepan. Et le tract qu'ils ont distribué ce jour-là n'y allait pas par quatre chemins. Tu as fait assez de mal dégage, ça peut, il n'y a pas d'autre terme pour employer pour dire la chose. Ça résume tout. Une formule choc à la mesure de leur défiance envers Thierry Lepan, le secrétaire général du syndicat, qu'ils jugent responsable de la crise historique de la CGT. Ça fait 35 ans que je suis à la CGT, ça fait 33 ans que j'ai des responsabilités syndicales, bénévolement, tout ça, hein, et on n'a jamais vu ça. Donc voilà, donc il faut que la CGT revienne à ses valeurs dans l'intérêt collectif et dans l'intérêt des syndiqués et des salariés en France. Un syndicat déboussolé, affaibli par une série de révélations sur le train de vie de son secrétaire général, Thierry Lepan. D'abord, un devis de rénovation de plus de 100 000 € pour son logement de fonction, près du bois de Vincennes. Puis 62 000 € de travaux pour la réfection de ce bureau. Et même une prime de 26 000 €, le tout payé par les cotisations. On essaie de salir mon honnêteté, et à travers mon honnêteté, de salir la CGT. Jamais en 120 ans d'existence, la CGT n'avait été aussi malmenée. Une crise de cette nature, elle touche à l'intime, donc elle fait très mal à chacun et chacune des militantes de la CGT. Une polémique qui survient alors que le nombre d'adhérents stagne depuis 30 ans et que le syndicat recule aux élections professionnelles. Retour sur le scandale qui a fait vaciller le premier syndicat de France. Dans la ville de Vincennes, nous sommes retournés voir où vivait Thierry Lepan.
Un immeuble cossu, dans un quartier tranquille, en marge d'un bois. Au premier étage, derrière ce volet baissé, un logement de 79 mètres carrés, refait à neuf par le syndicat. Mais dans le hall de la résidence, nulle trace du syndicaliste. Pas de Lepant à l'interphone, ni sur la boîte aux lettres. Un locataire fantôme qui, selon son concierge, serait devenu très discret. Depuis cette affaire, on voit même plus quand il lève ses volets ou pas. Donc... Ah, il ferme les volets? Bah oui, comme là les volets ils sont fermés. Même s'il rentre, il passe la nuit là ou même la matinée, il lève plus les volets quoi. Il est pratiquement plus là. Quel voisin, vous l'avez vu, monsieur Lepant? Foutez-lui donc la paix pour monsieur Lepant. Foutez-lui la paix. Il est déjà bien fermé. Vous avez déjà fait assez de misère comme ça? Bien, allez. Messieurs, bonne journée. Au revoir. Depuis l'affaire, Thierry Lepant est aux abonnés absents. Il a refusé toutes nos demandes d'interview. Et dire que jusqu'alors, l'homme avait toujours eu l'art de se trouver au bon endroit, au bon moment. C'est en Normandie, sa région d'origine, que le militant a pris son envol dans les années 80. La plaine industrielle de Caen, un site qui va bientôt être le théâtre de l'une des batailles syndicales les plus emblématiques, le conflit Moulinex. Marie-Gisèle Chevalier a passé 35 ans à assembler des robots ménagers. Il ne reste pas grand-chose dans cette zone industrielle. 450 ouvriers, en majorité des femmes, travaillaient alors ici. Et cette ancienne déléguée CFDT se souvient très bien du jour où elle a vu débarquer dans l'entreprise le jeune Thierry Lepant. Un beau gosse qui présentait bien. Le jeune coq dans la basse-cour, carrié, voilà. Il avait quel âge? 23 ans. À l'époque, déjà, Thierry Lepant n'est pas un inconnu. Il a mené des luttes dans le BTP. C'est une étoile montante au sein de la CGT normande. Un syndicaliste très discipliné, formé au Parti communiste. Et étonnamment, c'est ce pédigré de leader syndical qui intéresse la direction de Moulinex. Une histoire méconnue qu'a racontée cette journaliste des Échos. Un jour, le DRH de Moulinex appelle le secrétaire général de la Fédération de la métallurgie CGT en lui disant voilà, vous n'êtes pas implanté, mais moi, écoutez, il se trouve que j'embauche des gens, donc si vous avez des militants, moi, je suis d'accord pour en embaucher. Et donc, une implantation syndicale, ça ne se refuse pas. Et c'est comme ça, en fait, que Thierry Lepant est embauché. Une embauche qui a été menée par Gérald Lehmann, le directeur du personnel. À l'époque, la direction de Moulinex cherche à affaiblir le syndicat majoritaire, la CFDT, qui multiplie les grèves dures dans les usines. Divisé pour mieux régner, en s'appuyant sur un militant CGT. J'ai testé Thierry Lepant. Avant qu'il soit investi de responsabilité syndicale, j'ai testé l'homme, j'ai vu la façon dont il se débrouillait en tant que camarade par rapport à ses copains, par rapport dans son atelier, avec les filles. Je l'ai testé, j'ai vu. Donc, dans quel but? Je voulais un garçon qui soit bien sous tout rapport et qui soit un véritable leader. Un partenaire fiable? Un partenaire fiable, leader et fiable. Un partenaire soigné par la direction. Dès son embauche, il a droit à une prime de 600 francs. Mais bientôt, l'interlocuteur loyal va se muer en adversaire des patrons. Car à Moulinex, les années 90 sonnent le début des fermetures d'usines et des plans sociaux. À la tête de la CGT, devenue la première force syndicale, Thierry Lepant organise la lutte des ouvriers normands. Rio, ton plan on n'en veut pas, on a suffisamment trinqué, on veut des produits et le maintien des usines. Thierry Lepant prend la tête d'un combat qui se durcit au fil des ans. Il acquiert une visibilité nationale et parvient même à mobiliser sur le conflit le patron de la CGT, Bernard Thibault. Le meneur normand sera aux côtés des ouvriers jusqu'à la liquidation finale de Moulinex en 2001, qui laisse 3200 salariés sur le carreau. Mais dans les mois qui suivent, Thierry Lepant s'échappe vers d'autres combats et laisse derrière lui des camarades qui se sont sentis bien seuls.
eux, ont continué la lutte pendant encore 14 ans, en attaquant le plan social devant les tribunaux. Pendant ce temps, l'ancien leader est parti prendre des responsabilités locales, puis nationales, à la CGT. Depuis 2003, je n'ai plus de contact avec Thierry. On se voyait dans des manifestations, mais sur le dossier Moulinex, depuis 2003, on n'avait plus de contact ni téléphonique, ni des changements de point de vue par rapport au dossier. Dans cette affaire, Thierry Lepan n'a jamais manifesté de regret. En 2001, vous avez laissé quelques employés au sein de cette association Apicamix poursuivre le combat. J'ai essayé de faire les deux, mais c'est difficile. Je venais d'être élu secrétaire général de l'Union départementale, donc forcément j'avais une occupation au quotidien qui me prenait déjà beaucoup de temps, et j'ai voulu tourner assez rapidement la page, quoi. Pour ses anciens camarades de Moulinex, ces mots résonnent encore comme une trahison. Quand on est mineur pendant 30 ans, quand on est cheminot pendant 30 ans, eh ben, on ne dit pas qu'on tourne la page. On ne tourne jamais la page quand sa vie a été dans l'entreprise. Voilà. Arrêtez. Mais vu de Montreuil, au siège de la CGT, le carriérisme de Thierry Lepan n'est pas un problème. Bien au contraire. On lui confie désormais des négociations au niveau national. Et 10 ans seulement après avoir quitté Moulinex, c'est la consécration. Le discret leader normand succède à Bernard Thibault. Il marche dans les traces d'Henri Krasuki et Louis Vianney, les figures historiques. Une fois de plus, il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment, et peut compter sur des soutiens de poids, comme l'ancienne numéro 2 du syndicat. Moi, j'ai toujours vu Thierry Lepan comme un militant d'envergure, comme un dirigeant d'envergure. Et je n'ai jamais entendu, dans tout son parcours précédent son arrivée au secrétariat général, la moindre critique ou le moindre soupçon quant à ses pratiques personnelles en rapport avec l'organisation. Mais surtout, il va profiter d'un climat de crise à la tête du syndicat. 6 mois de lutte fratricide entre les poids lourds de la CGT, qui n'arrivent pas à se départager, lors de réunions interminables dont se souviennent les responsables des fédérations. On sait tous qu'il est arrivé dans de mauvaises circonstances. La crise qu'il y a eu entre les 3 candidats potentiels, Nadine Prigent, Agnès Nathan et Éric Aubin. Et quand on s'est retrouvé en fait coincé, où on n'avait pas de solution, et on va dire que Thierry Lepan est sorti du chapeau. Voilà. C'était pas prévu? Non, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Lepan s'installe donc dans le fameux bureau qu'il a fait refaire à son goût et qu'il fait visiter à l'époque en toute simplicité. J'ai vécu pendant presque 1 an dans les meubles de Bernard, voilà, mais j'avais le sentiment vraiment d'être chez lui à chaque fois. On a refait pratiquement tout dans ce bureau. Ce meuble me plaît particulièrement bien puisqu'il me rappelle les usines que j'ai beaucoup fréquentées, voilà. Et je pense que dans le bureau du secrétaire général de la CGT, au moment où on reparle des questions industrielles et de la place de l'industrie, avoir des petites piques comme ça sur lesquelles on pose son dossier, c'est aussi s'appuyer sur l'industrie. Mais au-delà du décorum, la tâche s'annonce gigantesque. Il faut remobiliser les 700 000 adhérents, fixer un cap. L'épreuve du feu arrive en juin 2014. Sa première grande grève en tant que patron de la CGT. Un conflit très impopulaire. Les cheminots se battent contre une réforme discutée à l'Assemblée nationale. Ils craignent de perdre leur statut. La base est sur une ligne dure. Les amendements qui ont été votés hier, cette nuit, je les qualifierais d'enfumage. Une fermeté que la CGT cheminot maintient tout au long des discussions avec Frédéric Cuvillier, le secrétaire d'État au transport. Mais en coulisses, Cuvillier négocie aussi avec Thierry Lepan, qui joue l'apaisement, contrairement à sa base. Au bout d'un moment, on ne savait plus qui voulait négocier, qui était sur une ligne dure, qui était sur une ligne, au contraire, de progressiste. Et c'était souvent à tour de rôle. Cette cacophonie entre Lepan et sa base gronde depuis des mois à la CGT. Longtemps silencieux, d'anciens responsables décrivent aujourd'hui un Thierry Lepan peu à l'écoute, volontiers cassant et manquant parfois d'envergure. Je pense qu'on a eu un problème de pilotage par Thierry Lepan. C'est-à-dire que le secrétaire général de la CGT doit être un chef d'orchestre, doit pouvoir organiser le travail collectif,
du bureau confédéral. Et je pense que ça, il n'a pas été capable de le faire. Et c'est vrai que Thierry Lepant n'a pas fait la preuve de sa capacité à rassembler. Il a navigué à vue, en évitant les débats et en satisfaisant parfois l'aile la plus à gauche de l'organisation, tenant pour autant des discours qui sont des discours sur, par exemple, l'idée que l'entreprise serait une communauté. Des atermoiements qui ne passent pas dans le syndicat. C'est d'ailleurs un document interne à la CGT, signé du trésorier, qui va précipiter la chute de Thierry Lepant. Le devis de l'appartement de fonction du secrétaire général. 149 995 € de travaux et fournitures adressés à la CGT. Un mercredi de fin octobre, une enveloppe en papier craft, de format à moitié 2A4, qui arrive à tous les secrétaires généraux de fédération, estampillée ministère de la Défense. On ne sait pas d'où elle a été postée, avec ce fameux devis. Tout le monde est avec ce truc entre les mains et se demande un peu quoi en faire, parce que ça pose quand même un problème de fond. Et ça n'est que le mercredi suivant que le Canard enchaîné publie. Le grand public découvre alors les détails des supposés goûts de luxe du secrétaire général. Plomberie, électricité, tout doit être refait à neuf dans l'appartement. Le devis prévoit même des toilettes à 1 400 €, le tout payé par les cotisations des syndiqués. Dans la foulée, la presse dévoilera le montant des travaux de son bureau et de la prime qu'il a touchée du syndicat en quittant la Normandie. Des montants choquants pour tous les adhérents. Et quand est-ce que ça arrive? Le timing est très important là aussi. Ça arrive juste après que par 2 fois, Thierry Lepant ait dit qu'il comptait faire un 2e mandat. De 2e mandat, il n'y en aura pas. Après seulement 2 ans, l'éphémère secrétaire général a dû prendre la porte. Il démissionne. Du jamais vu dans le syndicat. Un message. Son successeur s'appelle Philippe Martinez. Vous voyez, il y a même mon nom sur la porte. C'est le patron de la Fédération de la métallurgie. C'est l'heure du repas. Le jour de notre tournage, il occupait encore ce bureau, que lui aussi a décoré à sa manière. Souvenir de lutte? Il y a des t-shirts que les camarades m'offrent. Voilà. Renaud Douai. Oui, il y a pas de fumelle sans feu, une fonderie. Voilà. Et puis, mes débuts professionnels, l'usine Billancourt. Voilà. Mon bureau, dans l'île Seguin. À 53 ans, l'ancien syndicaliste de Renault s'affiche comme un militant, proche de la base. L'homme est partisan d'une ligne dure assumée, loin des hésitations de la direction précédente. Mais il ne versera pas dans l'autocritique. Le train de vie du dirigeant, il va changer, du secrétaire général? Je vois pas de quoi vous voulez parler. On va faire le bon, par exemple? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Il n'y a pas de train de vie du dirigeant. Il y a des règles de vie des dirigeants, comme de l'ensemble, enfin dans toute la maison CGT. Voilà, c'est ce que je vous dis. Ça va être précisé. Vous habitez où, vous? Ça, vous ne le saurez pas. Le nouveau patron de la CGT a été élu avec 93,4% des voix, un score soviétique. L'unité, à tout prix, pour le syndicat, c'est une question de survie. Et voilà pour ce reportage signé Mathieu Fourou et Julien Pelletier. Et bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Vous êtes le nouveau patron, secrétaire général de la CGT. Secrétaire général. Secrétaire C'est général. le patron chez nous. Vous êtes quand même le patron de tous les gens qui travaillent ici. Ils sont 1000. C'est impressionnant ce siège. C'est impressionnant. Ça impressionne d'ailleurs toujours les nouveaux syndiqués qui viennent visiter, qui viennent pour la première fois. C'est un grand espace de convivialité, en même temps un lieu de travail, d'échange. Voilà, de convivialité. Une vraie bourse de travail. Et on vient de le voir dans le reportage, c'était peut-être une première, un siège qui a été envahi par des manifestants après l'affaire Lepant. Ça fait partie des mécontentements petits sur cette forme-là, des mécontentements, des interrogations qu'on a pu connaître durant ce qu'on a appelé les affaires. Donc oui. Je pense qu'il y a quand même encore pas mal de gens qui n'ont pas compris. C'est peut-être l'occasion là ce soir clairement de leur dire qu'est-ce qui s'est passé, cette affaire.
Il s'est passé des choses qui nous choquent parce que ça met en cause nos vraies valeurs, notre intégrité. Le fond de l'affaire, on est en train de regarder ce qui s'est passé exactement. Vous savez qu'on a mis en place un groupe de travail qui va analyser des choses sur nos règles de vie, sur des dysfonctionnements. Donc il y a eu des fautes individuelles, collectives. Ceux qui doivent s'émouvoir, ce sont les adhérents, puisque c'est de l'argent du syndicat et non pas des détournements d'argent public, c'est l'argent du syndicat. Oui, ça a jeté le trou, parce que je vous le redis, on n'a pas suffisamment été rigoureux sur des règles de vie communes. C'est le chantier qu'on a engagé à la Confédération, comme dans les fédérations ici. Il y a un besoin, oui, d'être plus transparent sur un certain nombre de choses. Bon. Ça, c'est le passé. Maintenant, l'avenir, c'est avec vous. C'est l'occasion de faire un peu connaissance. Vous avez commencé à l'île Séguin. Oui, en 1982, à une époque où... Chez Renault, hein, on rappelle l'île Séguin, c'était le symbole de la classe ouvrière. C'était la forteresse ouvrière, on l'appelait. Il y avait aussi des techniciens, mais l'île Séguin, c'était vraiment le berceau de l'usine, hein, une usine qui a compté jusqu'à plus de 40 000 salariés. Donc oui, j'ai démarré en 1982, à une époque où... J'aime bien le rappeler, c'était l'arrivée de la gauche au pouvoir et il y a eu des contrats de génération, on appelait ça, c'est-à-dire des anciens partaient et autant de jeunes arrivaient. Eh bien, il y a eu 1000 départs en retraite à cette époque-là chez Renault et 1000 embauches de jeunes. Je pense que ça pourrait inspirer quelques politiques aujourd'hui. 53 ans, fils d'Espagnol, de militant politique. Fils d'émigrés espagnols, oui. Ma mère est arrivée dans les années 50. Elle aurait pu jouer dans l'excellent film Les femmes du 6e étage. Je pense que c'est tout à fait l'image de ma mère. Mon père, lui, est né en France au début des années 1900, d'une famille d'émigrés espagnols, dans un quartier dont on connaît peu l'origine, à côté du Stade de France, qui s'appelait la Petite Espagne. Et puis il a été volontaire dans les brigades internationales pour aller essayer de repousser le franquisme en 1936. Alors vous avez l'image d'un dur, on va dire, non? Ça dépend qui le dit. Je suis passé du dur au mou. C'est ceux qui vous aiment bien, ils disent dur parce que ça veut dire efficace. Oui, ceux qui vous aiment pas, ils disent stalinien. Oui, ça doit être la moustache, ça. Non, je suis un militant de la CGT. J'essaye d'écouter au maximum les autres militants, les salariés. Donc, j'ai jamais bien compris. On est toujours le dur de quelqu'un et le mou de l'autre. Donc, vous savez, ce genre de qualificatif, je le perçois pas bien. Alors, vous arrivez mardi, vous êtes élu mardi, et première décision, une journée d'action, c'est-à-dire une grève, sans doute fin mars. Les gens ils se disent voilà, la CGT a un nouveau patron et nous, on n'aura pas de transport. Déjà, on n'a pas décidé que ça, mais l'idée de ce mouvement dont on doit encore définir la date et les contours, elle est pas nouvelle. Hein. On en discute depuis maintenant au moins 4 mois. La période que nous avons traversée, sans direction, sans secrétaire général, nous a mis ces questions-là un petit peu entre parenthèses, mais c'est une décision que nous avions déjà abordée au mois de novembre. Donc vous voyez, on a de la suite dans les idées. Je pense qu'il y a un climat social intéressant, il y a des luttes dans beaucoup d'entreprises, sur les salaires notamment, et donc eh bien, faire converger ces luttes, c'est une idée... Mais une journée d'action, vous avez déjà obtenu quelque chose en une journée d'action? On n'a pas dit qu'on n'en ferait qu'une, mais il faut bien commencer par une première. Alors Philippe Martinez, pour comprendre, on va regarder un reportage qui illustre bien les différentes façons qu'il peut y avoir de faire de la lutte syndicale. On va prendre l'exemple du groupe Dunlop-Goodyear qui avait 2 usines à Amiens. La direction, au même moment dans les 2 usines, a proposé de passer en 4-8. La CGT a refusé dans une usine, les syndicats ont accepté dans l'autre. C'était il y a 8 ans. Comment ça se passe 8 ans après? On regarde ça tout de suite. Goodyear-Dunlop, la lutte finale, c'est une enquête de Nathalie Sapena, Raphaël Durosel et Niels Montel. Aux États-Unis, il existe un sport très pratiqué été comme hiver, le French bashing, le dénigrement anti-français. Dans la catégorie grand patron, à l'aise dans son jet privé, le champion s'appelle Maurice Taylor, le roi du pneu agricole. Il y a 2 ans, cet homme qui voulait racheter une usine en France a écrit au ministre de l'époque Arnaud Montebourg une lettre fracassante qui résume sa vision sommaire de l'industrie française. Les ouvriers français ont de gros salaires, mais ils ne travaillent que 3 heures par jour. Je l'ai dit aux représentants syndicaux. Et ils m'ont répondu, en France, c'est comme ça. Les Allemands travaillent, les Français parlent. Bla 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 bla.
Et à la fin, vous n'aurez plus une seule usine. Brocarder la France, Maurice Taylor adore ça, même dans les publicités pour ses pneus. Michelin, c'est français. Mettre un Michelin sur un tracteur américain, c'est comme mettre un béret sur un cow-boy. Acheter américain. Un humour chauvin qui parle à ses clients, ces fermiers américains du Midwest. Salut les gars, ça va? Dans ce hangar, le patron de Titan a invité une centaine de riches agriculteurs pour leur vendre ses énormes pneus. Les affaires marchent bien. C'est pour cela que le chef d'entreprise voulait s'implanter en France et racheter l'usine Goodyear à Amiens. Nous possédons la marque Goodyear pour les États-Unis et l'Amérique du Sud. C'est pour ça qu'acheter une usine en France nous intéressait. Nous aurions pu fabriquer des pneus agricoles pour toute l'Europe. Cette stratégie a échoué. Maurice Taylor n'achètera pas l'usine d'Amiens. C'est son dernier mot après 5 ans de négociations houleuses. Selon lui, la faute au Code du travail et à la CGT. Cette usine d'Amiens, elle va rester fermée? Oui, définitivement. C'est ce que veulent les syndicats. Je sais que c'est pas ce qu'ils disent, mais c'est ce qu'ils veulent. Tout est foutu chez vous. Les Français doivent comprendre qu'on ne peut pas laisser une bande de dingues tout diriger. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Celui qui s'est lui-même surnommé le Grizzly revendique la brutalité comme une marque de fabrique. Mais l'ours n'aura finalement pas réussi à conquérir la France, ni l'usine d'Amiens. Goodyear, Amiens Nord, c'est l'histoire d'ouvriers qui se battent contre ce qu'ils considèrent comme un chantage à l'emploi. La direction américaine veut instaurer un nouveau rythme de travail harassant, sinon elle menace de fermer l'usine. 1200 emplois en jeu, le conflit va durer 7 ans. Grève, cadre séquestré. À partir de maintenant, l'usine, elle m'appartient. L'usine, c'est à nous. L'usine, c'est à nous. La CGT s'oppose à tout, aux nouvelles cadences de travail, à la reprise partielle par l'américain Titan, malgré les efforts d'Arnaud Montebourg. Nous souhaitons que la CGT mette de l'eau dans son vin, que Goodyear mette du vin dans son eau et que Titan boive le vin et l'eau des deux. Et avec ça, on va peut-être pouvoir y arriver. 7 ans de combat en vain, l'usine ferme ses portes en 2014. Un peu abasourdi quoi, d'entendre une pareille annonce quoi. Quand de l'autre côté de la rue, l'usine jumelle Dunlop, qui appartient au même groupe, signe, elle, un accord avec sa direction. 2 usines, 2 destins et un même syndicat, la CGT, déchiré entre lutte radicale et compromis. Pendant que Goodyear bataille, Dunlop travaille. L'usine est fermée depuis 1 an. En cette fin janvier, les ex-Goodyear se sont donné rendez-vous pour bombarder le cabinet de reclassement qui ne leur trouve pas de boulot. Je sais pas. Et dans le noir. Ça fait 3-4 fois qu'ils se le prennent en pleine tête. C'est bien, ils visent bien. Puis c'est pas méchant, neuf. C'est meilleur qu'une matraque. Hein. C'est moins méchant, hein, moins violent. Ou le gaz. Lancer des œufs sur les CRS pour conjurer l'angoisse de l'avenir. Jean-Robert a passé 38 ans chez Goodyear. Moi, ça fait du bien. Par exemple, on était entre potes. Ça fait du bien. Ça soulage. Ça vous fait revenir aux bonnes années de Goodyear? Des bons souvenirs en plus. On a eu des bonnes puis des mauvaises, mais plus de bonnes. Hein? Le bilan de la cellule de reclassement est désastreux. Seulement 55 CDI signés pour les 1000 anciens Goodyear. Depuis 1 an, Jean-Robert Perne passe l'essentiel de son temps chez lui, avec son épouse Isabelle en congé longue maladie et son petit Alexis. Des journées bien paisibles, en apparence. Avec un petit garçon de 5 ans, j'imagine que le chômage, c'est une angoisse, non? Oui. Il ne faut pas voir, mais on est bien obligé d'y penser. Si mettons j'en parle ou quoi que ce soit, déjà avec mon épouse qui est bien malade, alors automatiquement j'essaye d'atténuer les choses, malheureusement. Je suis bien obligé.
Mais je pense à son avenir quand même. Surtout que moi, je l'ai eu tard. Voilà. Pour moi, c'était un bonheur quand on était là, c'est mon premier, mais après, conséquence, dans cette époque-là, on ne s'est jamais pensé que ça serait venu, malheureusement, jusqu'à la fermeture. Quoi. Jean-Robert se souvient qu'à ses débuts chez Goodyear, toute la ville voulait y travailler. La paye était mirobolante. C'est son frère qui l'avait pistonné. Vous pouvez nous montrer votre lettre d'embauche? Ah oui, elle est là. Elle est là. Vous voyez? Je suis rentré comme serviceman aux forces variations. Si les gens ils contrôlaient les pneus, ils les mettaient en palette, puis c'était à moi de débarrasser et d'enlever les palettes pour mettre des vides à la place. Cet ouvrier n'a jamais cru que Goodyear mettrait à exécution sa menace de fermer l'usine. Quand ils ont annoncé la fermeture de l'usine, vous avez pleuré? Oh, beaucoup, ouais. Beaucoup, c'est normal. C'est normal. Les nerfs, ils ont... C'est dur. Même encore maintenant, j'en parle, mais il y a des moments... je le sens, même quand je vous parle là, je les corps un petit peu à travers la gorge, c'est normal. 38 ans, le même rythme, 38 ans à côtoyer les mêmes personnes. Puis du jour au lendemain, comme ça, comme des malpropres, quoi, foutus dehors. Vous aimiez en fait votre travail à l'usine? Ouais. Ouais, franchement, ouais. Pour l'instant, Jean-Robert touche encore son salaire, 1 800 € net, auquel va s'ajouter une prime de 90 000 €. Mais dans un an, il sera au chômage. Aujourd'hui, il rêve de trouver un boulot de vigile. Le chemin de l'usine, Jean-Robert le retrouve de temps en temps. Le combat syndical n'est pas fini. Ce jour-là, sur le parking, ils sont 200 ouvriers à réclamer le rallongement du congé de reclassement payé par Goodyear, sous l'impulsion de l'offensif leader de la CGT. On refuse le licenciement des élus de la CGT, parce que sans élus de la CGT, la lutte elle s'arrêtera forcément, et ça la direction l'a bien compris. Michael Wamin est celui qui a refusé les nouvelles cadences de travail, les 4-8. Celui qui a torpillé le projet de reprise par l'américain Titan. J'ai demandé à Goodyear de venir... Mais il est aussi celui qui a fait traîner la fermeture de l'usine pendant 7 ans grâce à une guérilla judiciaire. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent c'est à cause de la CGT que l'usine a fermé? Moi je dirais à ces gens-là que c'est grâce à la CGT qu'il y a des gens qui aujourd'hui, qui auraient dû être licenciés depuis 2007 et en 2015, ont encore de quoi vivre tous les jours, de payer leur loyer. Pour certains d'avoir vu leurs enfants grandir. Vous n'êtes pas trompé de voix? Ah non, jamais. En refusant de signer ah non, les 4-8, non. Je suis certainement le syndicaliste le plus fier du monde d'avoir mené le combat avec les salariés. Aujourd'hui, l'usine Goodyear est morte. Sur ces images que nous nous sommes procurées à l'insu de la direction, les machines ont disparu, les pneus aussi. Les immenses allées sont vides. Un naufrage industriel, mais Michael Wamin refuse de porter le chapeau. Selon lui, la direction de Goodyear avait programmé depuis bien longtemps la fin de cette usine. On a été sacrifiés pour une simple et bonne raison. Un groupe comme Goodyear a une stratégie industrielle sur 10 ans. Donc quand ils ont fermé l'usine en 2014, on imagine très bien qu'à partir des années 2000, début 2000-2004, il y avait déjà l'envie de fermer cette usine. Tout ça a été calculé, bien évidemment. Dans ces conditions, signer un compromis avec la direction n'aurait rien changé. Selon lui, ce sont les ouvriers de Dunlop qui seraient dans l'erreur. Mais moi je le dis très tranquillement, je pense qu'à côté ils ont fait un très mauvais choix parce que si on s'était battus ensemble, on aurait imposé autre chose à Goodyear. Le fait qu'on soit séparés, ça a été une belle opportunité pour Goodyear pour nous massacrer nous. Enfin, il aura fallu quand même 7 ans pour nous baiser, pour nous déglinguer, donc c'est quand même pas mal. Et je pense que quand ils vont mettre la machine en route pour les déglinguer en face, il va pas leur faire 7 ans. Et je pense qu'en 7 jours de temps, ça sera réglé. De nombreux Goodyear font toujours confiance à Michael Wamin, qui a su négocier de très belles indemnités, 3 fois le montant prévu par la loi. Et personne n'ose envier ouvertement les collègues qui, de l'autre côté de la rue, continuent à fabriquer des pneus. Car entre les syndicalistes des 2 usines jumelles, c'est une guerre fratricide depuis 2008, quand la CGT de Dunlop accepte le nouveau rythme de travail éreintant imposé par la direction. Bonjour. Bonjour. À cette époque, Claude Dimov dirigeait la CGT Dunlop. Il raconte la tension entre les 2 usines, les intimidations et même la peur que faisaient régner les syndicalistes de Goodyear. Là, j'ai des affiches qui ont été mises au cours d'une manif à Amiens avec collés avec les étiquettes de la CGT, on voit bien, donc voilà comment j'étais représenté. La deuxième.
un tueur de vie de famille. Oui, bon, moi, je ne sais pas quel côté les vies de famille sont les plus mauvaises aujourd'hui, si c'est du côté sud ou du côté nord. Dans tout état de cause, il y a encore des gens qui ont leur emploi aujourd'hui. Je pense que c'était très important aussi de prendre des décisions. Claude Dimoff dit même avoir été tabassé par des cégétistes de Goodyear lors d'une manifestation. Aujourd'hui, à la retraite, il dénonce le dogmatisme de la CGT, ce syndicat où il a milité pendant 40 ans. Je pense qu'il y a certains dedans qui sont ravis de faire la guerre, je ne le dirais pas autrement. Ce n'est pas la solution et ce n'est pas le rôle d'un syndicaliste, je pense, ou d'un leader que d'aller à ce niveau-là. De faire la guerre J'appelle plus autrement, moi, c'est faire la guerre au patron, c'est faire la guerre, voilà. On veut rien, on n'accepte rien. Il y a un certain moment où il faut des compromis. Pour avoir préféré le compromis au chômage, Claude Dimoff est exclu de la CGT, lui et tous les autres élus. La sanction est rarissime. Derrière cette guerre syndicale et ce conflit social hors norme, il y a donc une nouvelle organisation du travail, les 4-8, exigée par la direction américaine de la multinationale. Les 4-8, c'est une cadence infernale qui éreinte les corps, avec des horaires qui changent tous les 2 jours. Des journées qui commencent à 5h, à 13h ou comme ce soir, à 21h. Ce rythme, c'est celui de Johan Maréchal depuis 6 ans. Il arrive pour une nuit de travail. Pour trouver le sommeil, c'est compliqué, quoi. On est toujours stressé, toujours énervé, et puis la fatigue est là, quoi, en permanence. Quand vous voyez l'usine d'à côté fermée, vous dites que vous avez de la chance quand même ou... Bah oui, quand même, on a de la chance parce que ça nous permet de vivre. Mais bon, on n'a pas le choix, quoi. Faut bien payer nos crédits, quoi. Le lendemain, nous retrouvons Johan chez lui. Il a très peu dormi. Mais le fait de changer d'horaire tous les 2 jours n'est pas ce qui lui pèse le plus. Le pire pour lui, c'est d'avoir sacrifié ses week-ends. En 2015, sur son planning, il a vite fait le compte de ses week-ends libres. On a 1, 2, 4, 5, 6. Donc on a 6 week-ends dans l'année complet, quoi. Donc un tous les 2 mois. Voilà, quoi. C'est pas énorme, quoi. Ouais. Les loisirs, on n'a plus de loisirs. Faire du football, c'est pareil, c'est le samedi ou le dimanche. Donc tout ça, c'est fini, quoi. Faire un match tous les 2 mois, c'est pas non plus top. Chez lui, il se retrouve souvent seul. Ses horaires coïncident rarement avec ceux des enfants et de sa compagne, aide-soignante dans une clinique. Ce soir, elle va rentrer vers 20h, pile au moment où il doit partir. Moi, j'aurai mangé, donc son manger sera fait. Donc, elle mangera tout seul avec les enfants, quoi. Sinon, on se voit 5-10 minutes, quoi. Histoire de se dire bonjour et puis passer un message pour les enfants, ce qu'il y a à faire, quoi. C'est pas une belle vie, quoi. Ouais. C'est pas une belle vie. Avec les primes, Johan touche à 37 ans environ 1 800 € net par mois. Faut-il tout accepter au nom de la sauvegarde de l'emploi? Aux États-Unis, dans l'Iowa, nous retrouvons le patron de Titan. Il veut nous montrer que dans ses usines à lui, on ne craint pas les conflits. Nous avons acheté cette usine le 15 juillet 84. Elle était en grève. En grève et en faillite. 30 ans plus tard, il en a fait le fleuron de son groupe, avec 600 employés, qu'il dirige d'une main de fer. On dirige l'usine, c'est nous qui fixons les règles. Et ils les respectent. Les États-Unis, c'est un pays libre. Ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à aller voir ailleurs. S'ils sont aussi bien payés, tant mieux. Sinon, qu'ils la ferment et au boulot. Sur les chaînes de production, étonnamment, on trouve aussi des syndicalistes. Mais ici, ils partagent le point de vue du patron. Monsieur Taylor se démène pour que son groupe gagne de l'argent. Et moi, je suis sûr d'une chose. Et tout le monde pense comme moi. C'est que s'il ne gagne plus d'argent, nous, on n'aura plus de boulot. Faute d'avoir pu s'implanter en France, Maurice Taylor envisage d'ouvrir sa prochaine usine en Turquie.
Et voilà pour ce reportage signé Nathalie Sapena et Raphaël Durosel. On est toujours au siège de la CGT avec le nouveau secrétaire général Philippe Martinez. C'est intéressant ce qu'on vient de voir, hein. On a vu deux options radicalement différentes prises par deux syndicats et à l'arrivée on a l'impression qu'il y a deux drames. Mais lequel est le pire? Ceux qui se retrouvent au chômage ou ceux qui travaillent les 4-8? Ces deux reportages, c'est la vraie vie de militants syndicaux, de salariés qui sont confrontés toujours à des choix difficiles. Moi, ce que je retiens de ces deux reportages, c'est qu'à chaque fois, ça s'est fait avec les salariés. Et ça, c'est la démarche de la CGT. Alors, en même temps, à Amiens-Nord, ils n'ont plus de boulot, hein. Ça a fermé. Oui, ça a fermé, mais c'est ce que disait le leader de la CGT. Au moins, ça a permis à des salariés, pendant les 7 ans de bagarre, de continuer à percevoir leur salaire. Ils ont été bien indemnisés. Pas mal. Je ne sais pas si on peut parler de bien, enfin mieux que la moyenne, on va dire ça comme ça, parce que quand on perd son boulot, je ne suis pas sûr qu'il y a un montant qui définisse réellement les préjudices. Et dans l'autre cas, on leur demandait soit c'est le choix entre la peste ou le choléra, parce qu'on voit bien les dégâts, et c'est malheureusement la situation de ces 4-10, c'est dans beaucoup d'entreprises, plus de repères familiaux, plus de repères au niveau associatif, des conditions de travail qui se dégradent, la santé qui se dégrade. Voilà, donc il y a besoin de convaincre. Et c'est ça la CGT. Ouais, mais alors on voit le syndicaliste de chez Dunlop qui lui voulait signer un accord sur les 4-8. Il dit on a dissous ma fédération, j'ai été viré de la CGT. Et il rajoute je me suis fait casser la gueule. Ça peut être violent parfois Casser la gueule, là aussi. Bon. Mais oui, il y a des débats vifs. Des débats vifs, c'est ça la culture du débat, c'est ça. Pas jusqu'à se casser la gueule, comme vous dites. Mais ça peut être physique, le syndicalisme, parfois? C'est parfois à mots bruyants, voilà. Mais c'est bien, on débat, oui, il y a deux choix, deux options. Et ce patron, alors qu'on a vu Maurice Taylor, le patron de Titan, et dire « Moi, j'investis pas en France parce qu'avec les syndicats, on peut rien faire ». C'est peut-être le rêve de Gattaz. C'est une caricature du patronat, mais c'est la réalité du patronat aux États-Unis. Vous voyez, il a pris une usine qui était en difficulté pour diverses raisons, et puis, lui, ce qui compte, c'est combien elle va me rapporter. Et le jour où elle ne peut plus me rapporter assez, je m'en vais. Enfin, on a quand même suffisamment d'exemples, pas que américains, mais eux, c'est une culture. Mais à lui, à Taylor qui dit j'ai pas envie de venir en France, vous dites c'est pas grave, restez chez vous? Si c'est pour faire de son idée de l'entreprise une généralisation dans les entreprises françaises, non, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de patrons qui sont des caricatures. Vous nous le disiez tout à l'heure, Philippe Martinez, donc vous allez vous battre contre l'austérité, en gros, hein, c'est votre combat principal. Sur le détail, les 35 heures, par exemple, vous pensez qu'on peut encore réduire en France la durée de travail? Non seulement on peut, mais il le faut. Il le faut. Donc la CGT continue à militer pour les 32 heures. On va en débattre, mais je pense que la réduction du temps de travail pour aller vers les 32 heures, c'est une obligation aujourd'hui. C'est une obligation. La retraite, vous continuez à militer pour 60 ans? À 60 ans, et même moins pour ceux qui exercent des travaux pénibles. Il y a une loi sur la pénibilité qui rentre en application. C'est bien le constat que le travail devient pénible. La pénibilité au travail s'accentue. Oui, il y a besoin aussi de regarder ces questions-là. Et le SMIC, il faut l'augmenter de combien? Il faut l'augmenter. Notre repère est à 1 700 €, mais y compris c'est pas que le SMIC, c'est l'ensemble des niveaux de qualification qu'il faut rémunérer. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, avec des allégements de cotisation pour les entreprises, à tasser les grilles de salaire. On a des gens très qualifiés qui, petit à petit, se rapprochent du SMIC. Alors, 32 heures, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1007. Il faudra en parler à Pierre Gattaz, à mon avis. Ça va pas lui plaire. Vous le connaissez, Pierre Gattaz? C'est un ennemi de classe pour vous? En tout cas, vu ce qu'il fait dans son entreprise et vu comment il dirige le MEDEF, oui, il y a antagonisme entre Pierre Gattaz et moi. Alors, Pierre Gattaz, justement, merci de nous avoir accueillis ici, Philippe Martinez. On va faire un peu plus connaissance avec lui maintenant. C'est le patron des patrons de père en fils. Qui est cet homme qui a entraîné le MEDEF sur une ligne plutôt dure en ce moment? L'étrange Monsieur Gattaz. C'est un reportage de Zoé de Bussière, Florent Lemoyle et Alice Panouillot. Depuis qu'il a pris ses fonctions, Pierre Gattaz est rarement dans son bureau. L'une de ses obsessions, labourer le terrain. Comme ce jour-là au Salon du Travail et de la Mobilité. Monsieur le Président, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous-même. Ravi. Le patron des patrons est comme un poisson dans l'eau. Bonjour. Il enchaîne les stands et les poignées de main. Il se prête même de bonne grâce au jeu des photos et des selfies.
Juste une petite boîte avec vous? Oui, pas de souci. C'est très gentil, merci. Un homme accessible, un président du MEDEF normal, mais avant tout, un patron. Au détour d'une allée, il tombe sous le charme d'un stand bien particulier. On est à l'ambassade du Canada. Celui du Canada. Bonjour. Yann Gilbert du Canada. Ah, très bien. Oui. Le Canada recrute? Ben, le Canada recrute, oui. Extraordinaire, ça. C'est ça, on vient me chercher vos meilleurs éléments. Le Canada, un pays libéral qui a assaini sa dette publique en se séparant de 20% de ses fonctionnaires. Voilà un modèle à suivre pour Pierre Gattaz. Oui, on a des besoins de main-d'œuvre dans un peu près tout. Ah oui? Taux de chômage de 6,6%. 6,6%. 4% dans certains endroits, donc on cherche un petit peu de tout. Donc, si vous nous prenez nos meilleurs, qu'est-ce qu'on va faire après en France? Là, il va en rester suffisamment. Il en restera suffisamment? Inquiétez-vous pas. Ça vous fait rêver, ça, un modèle où le taux de chômage est à 3-4% dans certaines régions? Oui, ça fait rêver. Non, franchement. Mais vous savez, il y a le Canada. Vous avez l'Angleterre et l'Allemagne qui sont autour de 5%, et vous avez la Suisse dont on ne parle jamais qui est à 3%. À côté de chez nous, 3%. Et s'ils sont capables de le faire, la France est capable de le faire. Voilà. Ils n'ont pas le même modèle social que la France. Eh ben voilà, il faut qu'on réforme il y a quelques formalités à passer. Des idées pour réformer la France, il en a plein les poches et il compte bien les appliquer rapidement. Alors, depuis juillet 2013, Pierre Gattaz ne cesse de les marteler. Depuis qu'il a pris le pouvoir au MEDEF. Ce patron d'une entreprise de 2500 salariés est devenu le patron des patrons. Après Célière, le baron diplomate, et Parisot, la chef d'entreprise très politique, voici l'ère Gattaz, l'ère du patron décomplexé qui, dès son élection, annonce la couleur. Supprimons aussi les impôts symboles dogmatiques qui ne servent à rien sauf à décourager les investisseurs et les actionnaires, qu'ils soient français ou étrangers. Supprimons l'ISF. Il s'attaque à des tabous de l'économie française, jusqu'à passer pour un ultra-libéral caricaturé par les guignols de l'info. Vous êtes payé combien? Le SMIC, 1200 €. 1200 € pour faire du sport toute la journée? Mais ça va, elle est belle la vie, hein? Il agace certains ministres. Pierre Gattaz a été parfois un dangereux pyromane. Est-ce que M. Gattaz pourrait arrêter ses provocations et se mettre autour d'une table pour travailler? Et crispe les syndicats. C'est jamais assez pour M. Gattaz. Il a 41 milliards, mais il en faut encore un peu plus. Est-il trop gourmand? Joue-t-il son rôle de partenaire social? À l'heure où le pouvoir tend la main aux entreprises, pourquoi Pierre Gattaz multiplie-t-il les provocations? Avant de diriger le MEDEF, Pierre Gattaz est d'abord le PDG de Radial, un fabricant de composants électriques qui fournit entre autres Boeing. Près de Tours, voici l'une de ses plus grosses usines en France, 200 salariés. À les entendre, il fait bon avoir pour patron le patron des patrons. Moi j'ai discuté avec lui, ça va, le dialogue il passe bien. J'ai déjà vu dans l'atelier, il n'y a pas eu de problème, il est humain. Il a su, oui, il a su placer ses billes où il faut, je pense. Oui. Oui, pour que l'usine continue à se développer. Radial, un fleuron industriel. Un groupe familial créé en 1952 par un certain Yvon Gattaz, le père de Pierre. Yvon, un ingénieur éclairé, au discours un brin paternaliste. Quand des salariés demandent une augmentation massive de salaire, on pourrait croire que leur intérêt immédiat, c'est d'avoir une augmentation de salaire, même s'ils savent que ça peut être compromettant pour l'avenir de l'entreprise. Mais à la vérité, à long terme, les intérêts sont toujours convergents. Et les salariés français l'ont bien compris. Vous savez, leur éducation a considérablement changé depuis 30 ans. Ils ont compris que leur principal intérêt, à eux, c'est quand même la bonne santé de l'entreprise. Voici Radial, 50 ans plus tard. Pierre en a repris le flambeau. Il en a fait une entreprise mondiale, présente dans une quinzaine de pays. Avec une croissance insolente, entre 10 et 20% depuis 2010, Radial, c'est sa rampe de lancement pour prendre la tête du MEDEF. Fanny Guinochet, journaliste à l'Opinion, a suivi toute sa campagne.
Radial, c'est vrai qu'il en parle tout le temps. Radial, c'est l'entreprise moyenne qui est restée en France, qui a connu des difficultés, qui a gardé des sites très franco-français, qui a été exposée à la mondialisation, qui connaît donc les difficultés d'une entreprise moyenne. Radial était déjà l'étendard de son père, lorsqu'il est lui aussi parti à la conquête du patronat. C'était dans les années 80, quand l'Élysée abritait déjà un président socialiste, quand le MEDEF s'appelait encore le CNPF. Oui, j'ai signé ça aujourd'hui, en guise de nouvel an. Hein? Patron des patrons, de père en fils, Pierre Gattaz assume. Il joue les rassembleurs et avant même la fin de sa campagne, il parvient à rallier à sa cause ses deux concurrents, Patrick Bernasconi à droite et Geoffroy Roux de Bézieux. Le charme opère aussi auprès des grands patrons à qui il a rendu visite avant son élection, comme Maurice Lévy, le PDG du mastodonte Publicis. Je n'aime pas personnellement les dynasties. Et je n'étais pas en faveur, au point de départ, d'une dynastie Gattaz. Je veux dire que l'homme m'a séduit, que son propos franc, son côté direct, son côté, les Américains diraient no nonsense, qu'on pourrait qualifier de bon sens, un peu paysan, un peu industriel. Je suis le patron d'une entreprise moyenne et je voudrais continuer à développer mon entreprise et je comprends le problème des autres entreprises moyennes. Tout ceci me séduit énormément. Une personnalité pragmatique qui séduit même la gauche de la gauche. J'avais fait un débat avec lui à la télévision, sur France Télévisions d'ailleurs je crois, avant même son élection. Et donc le profil, moi, me semblait plus conforme à ce dont on avait besoin, c'est-à-dire un interlocuteur en capacité de se concentrer sur les enjeux du dialogue social à l'époque. Et donc, moi j'étais plutôt, on va dire que j'avais un a priori favorable. Et il n'est pas le seul. Avec Hollande, le courant passe. Les deux hommes semblent se comprendre. Les relations se réchauffent très vite. La compréhension s'opère. En août 2013, Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, est accueilli à l'université d'été du MEDEF et la relation se fait de façon aimable. Dès lundi matin, je dégage mon agenda pour être à 8h chez vous et j'apporterai les croissants. Pierre Moscovici répond « mais moi j'aurais préparé le café », sourire évidemment dans la salle, et très vite, patronat avec Pierre Gattaz et gouvernement, notamment Pierre Moscovici mais d'autres dirigeants, comprennent que l'intérêt général de la France et des entreprises doit faire converger les deux blocs et non pas les dissocier. 6 mois après l'arrivée de Pierre Gattaz à la tête du MEDEF, François Hollande lui offre un premier cadeau. Lors de ses vœux aux Français le soir du 31 décembre 2013, le président de la République annonce le pacte de responsabilité. Il est fondé sur un principe simple. Moins de charges sur le travail, moins de contraintes sur leurs activités, et en même temps, une contrepartie. Plus d'embauches et plus de dialogue social. 41 milliards d'euros d'aide aux entreprises pour relancer l'emploi. Pour Jean-Claude Mailly, l'idée venait de Gattaz. Aucune organisation syndicale n'avait été prévenue de l'annonce par le président de la République, le 31 décembre 2013, du pacte de responsabilité. Bon, là, surprise, nous n'étions pas informés. Je pense que M. Gattaz l'était informé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que quelques semaines auparavant, lui, il parlait d'un pacte de confiance. Donc je pense qu'à un moment donné, ils ont voulu saisir la balle au bond. Du côté de l'Élysée, on va essayer de leur donner satisfaction d'une manière ou d'une autre. Un mois plus tard, François Hollande propose même à Pierre Gattaz de l'accompagner lors d'un voyage aux États-Unis. Mais à Washington, le patron du MEDEF donne un premier coup de canif au pacte. Il dit oui aux 41 milliards, mais refuse de s'engager sur les créations d'emplois. Quand j'entends parler de contrepartie dans ce pacte, j'entends aussi des gens qui me disent « on va vous contraindre, on va vous obliger, on va vous mettre des pénalités. Si vous ne le faites pas, vous allez être puni. » Il faut arrêter ce discours qui est insupportable. On n'est pas dans une cour d'école. Une petite phrase vécue comme une trahison par le gouvernement. Pour Benoît Hamon, ce voyage marque un tournant. Une baisse du coût du travail aussi importante, sans aucune contrepartie. C'est une belle réussite pour le MEDEF?
Oui, oui, je pense que autant le bilan du MEDEF n'est pas bon pour le pays, autant je pense qu'il est bon pour le MEDEF. Voilà. Fini la lune de miel avec le gouvernement. Gattaz passe à l'offensive. Pour redresser la France, le patron des patrons a son propre programme. Bonjour. Il nous a donné rendez-vous à 8 h du matin dans son bureau, au 7e étage du MEDEF. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il nous présente son petit livre jaune. Il y a notre million d'emplois, qui est toujours extrêmement d'actualité par rapport au chômage, c'est-à-dire comment lever les freins à l'embauche en France. C'est la question. C'est la question que tous les députés devraient se poser tous les matins. C'est la question que tous les ministres devraient se poser. C'est la question que tous les partenaires sociaux, les syndicats devraient se poser. Comment on crée de l'emploi en France? C'est la seule question qui vaille aujourd'hui. Et personne n'y répond à cette question. C'est désespérant. Leur fonction, c'est de créer les conditions effectivement nécessaires pour créer de l'emploi. Après, les emplois, c'est les entreprises qui les créent. Pour le moment, c'est pas trop le cas. Il n'y a pas d'emploi créé. Vous savez, dans l'emploi public, vous appuyez sur un bouton, vous créez 10 000 professeurs, 15 000 gendarmes, 20 000 policiers, il n'y a pas de problème. Hein. Vous faites sortir le cahier de chèque qui est payé par nos impôts, entre guillemets. Bon, 40 milliards, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Je rappelle toujours que notre écart avec l'Allemagne, c'est 130 milliards. Un patron du MEDEF qui en veut toujours plus. Son rêve, que la France soit un jour gérée comme une entreprise. On n'arrête pas de me dire, Pierre, la France n'est pas une entreprise. Bon, non, c'est pas une entreprise, mais ça doit être géré comme une entreprise. Pourquoi? Mais parce que, vous avez raison, vous avez des chômeurs, vous avez des retraités, vous avez des malades, vous avez des invalides, vous avez des fonctions régaliennes. Mais comment on paye tout ça? Les fonctions régaliennes, il faut les payer. La justice, la santé, mais vous les payez comment? L'argent ne fleurit pas dans les champs comme ça. L'argent, elle est créée par l'entreprise, par les forces économiques. Et c'est ça qu'il faut expliquer clairement aux Français. Certain d'avoir les clés pour sauver le pays, Gattaz ose, jusqu'à s'en prendre à certains totems du droit du travail. En avril dernier, il propose par exemple la création d'un SMIC au rabais pour les chômeurs longue durée. Vaut mieux en effet quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, même avec un salaire un peu moins élevé que le SMIC, pour moi, de façon temporaire, transitoire, plutôt que le laisser au chômage. Il faut tout mettre sur la table. Il ne faut pas avoir de tabou. Une position très tranchée qui en choque beaucoup. Bon, bonne continuation, à bientôt. Au revoir. À commencer par sa prédécesseure à la tête du MEDEF, Laurence Parisot. Elle réagit par un tweet et condamne une logique esclavagiste. 3 semaines plus tard, Pierre Gattaz lui envoie une missive lui demandant de ne plus commenter ses décisions dans les médias. Il va même plus loin. Mon successeur me demande de ne plus m'exprimer et surtout de ne plus faire état du fait que j'ai été présidente du MEDEF. C'est comme si il souhaitait que de Gattaz à Gattaz, il ne se soit jamais rien passé. Provocation assumée ou refus du débat? Depuis son arrivée, Gattaz est accusé d'intransigeance. Plusieurs négociations sociales sont actuellement au point mort. En cause, selon les partenaires sociaux, son incapacité à dialoguer. C'est quelqu'un qui suit son rail, qui répète souvent la même logique, etc., y compris quand on est en confrontation, parce qu'on a eu des confrontations dans les rencontres qu'on a eues. Il a du mal à écouter. Cette ligne dure, il l'assume parce qu'il est soutenu par les adhérents du MEDEF. À la base de l'organisation patronale, certains aimeraient même qu'il aille encore plus loin. À Saint-Étienne, nous avons rencontré un patron de PME. Il a créé un mouvement qui rassemble 5000 chefs d'entreprise. Voilà, bienvenue chez Jaboulet. Dominique Jaboulet est à la tête d'une usine textile qui porte son nom, ou plutôt celui de l'un de ses ancêtres qu'il a créé en 1890. Dominique Jaboulet a 220 salariés, une entreprise rentable et quelques bêtes noires, comme le code du travail et les 35 heures. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a peu de personnes parce que c'est le vendredi et que c'est des journées de réduction du temps de travail à la suite de la loi sur les 35 heures, je le précise. Pourquoi vous précisez? Parce qu'on n'était pas d'accord. Pour marquer son ras-le-bol, Dominique Jaboulet a créé un collectif de patrons en colère, les Dupés. À peine élu, le patron du MEDEF vient leur rendre visite à Saint-Étienne.
Les dupés veulent des engagements clairs pour réduire le code du travail. Et 1 an et demi plus tard, pour eux, Pierre Gattaz n'en a pas assez fait. Il fait le job trop lentement, trop dans l'homéopathie. Nous pensons que des entreprises de la base, du terrain, doivent bousculer notre organisation patronale pour qu'elle soit moins dans le politiquement correct et ait des messages plus clairs vis-à-vis des Français et des entreprises françaises. Les petits patrons sont impatients, mais Pierre Gattaz doit aussi tenir compte de l'opinion publique. Seuls 17% des Français ont une bonne image de lui. Cela changera peut-être si les entreprises créent enfin le million d'emplois qui s'affiche pour le moment comme un simple slogan. Et voilà pour ce reportage signé Zoé de Bussière et Florian Lemoyle. Et on se retrouve ici au siège du MEDEF avec vous, Pierre Gattaz, bonsoir. Bonsoir. Ça fait 1 an et demi que vous êtes le président du MEDEF. Et on a un problème avec vous, on se demande si vous n'avez pas réussi le casse du siècle. 41 milliards d'aides pour les entreprises, de déduction de charges, contre combien d'emplois? Mais les emplois vont arriver et je crois qu'il faut continuer. Moi, mon obsession, c'est que la France marche, c'est qu'on reparte de l'avant, c'est qu'on crée de l'emploi, c'est qu'on crée de la croissance. Pour ça, les entreprises sont aux avant-postes. Il faut que nos entreprises aillent mieux et aient moins de pression fiscale. Vous savez, nous avons 130 milliards. Mais il y a eu un malentendu, vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de malentendu. Quand on a annoncé le CICE, le pacte de responsabilité, 41 milliards de cadeaux aux entreprises, certains ont dit, on pensait, et vous le portez sur, sur la veste, là, on pensait que vous alliez créer 1 million d'emplois. Si vous voulez, le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas de bouton pour appuyer, sur lequel nous appuyons pour créer de l'emploi. C'est un problème de confiance et de compétitivité. Vous savez, c'est de la mécanique. Donc nous allons baisser la fiscalité, bravo. On accompagne ce pacte de responsabilité. Nous avons déjà signé une dizaine d'accords de branche et ça va se mettre en place. Une dizaine d'accords de branche sur combien de branches? Sur une soixantaine, mais ce sont les plus importantes qui ont signé. Je rappelle que lorsque Schröder et Hartz ont fait leur réforme en 2003, il s'est passé 2, 3, 4 ans avant que la courbe du chômage, je dirais, baisse. Eh bien, le 1 million d'emplois que nous avons mis sur la table, c'est pour dire levez les freins à l'embauche, levons les verrous. Il y a plein d'emplois à créer en France, même sans croissance. Eh bien, si on a le courage de regarder ces problèmes-là, eh bien, les professions libérales, les artisans, les commerçants, les TPE, les PME pourront se remettre à embaucher. Et il faut lever ces verrous. Nous savons que nous pourrons créer 1 million d'emplois nets. 1 million d'emplois nets en 5 ans, ce n'est que de baisser 10,2% à 8,2% au chômage. Si vous rajoutez en plus un deuxième projet que nous sommes en train de mettre en place, la croissance, retrouver des relais de croissance, ce n'est pas 1 million d'emplois, ce sera 2 millions d'emplois. Et mon objectif fondamental, c'est l'emploi, la croissance. Je veux que mon pays gagne. Je veux que les Français gagnent. C'est tout ce qui sous-tend, je dirais, mes objectifs et tout ce que nous faisons. Alors, c'est pas compliqué, il suffit de lever les verrous. Dans votre esprit, le SMIC, c'est un verrou? Le SMIC, si vous voulez, le SMIC c'est important. Moi j'ai proposé non pas une réduction du SMIC, j'ai dit... On a cru comprendre, hein. Mais si vous voulez... C'était pas très clair, vous avez dit peut-être pour les jeunes, peut-être pour les chômeurs longue d'emploi, on pourrait baisser le SMIC. Il faut garder un pouvoir d'achat du SMIC net autour de 1100 €. Par contre, vous avez 1 million de chômeurs qui n'ont pas vu une entreprise depuis 2 ans. Vous avez 140 000 décrocheurs, vous avez des tas de jeunes, 25% qui sont sans emploi. Il faut trouver un dispositif qui ne coûte moins cher à l'entreprise et qui soit compensé par un RSA. Et donc l'idée, c'est de remettre des jeunes ou des chômeurs longue durée dans l'emploi pour qu'on les forme et pour qu'ils aient un métier. Et aujourd'hui, en effet... Avec un salaire en dessous du SMIC dans un premier temps. Mais avec un salaire en coût pour l'entreprise, mais complété par un RSA temporaire pendant 1 an ou 2 ans pour qu'on assure une subvention. Plutôt que de donner un RSA aux salariés eux-mêmes, aux chômeurs, donnons, je dirais, cet argent de façon temporaire surtout, pour pouvoir les intégrer dans l'emploi et pour pouvoir les former à un métier. Et je crois que là, on les sauve. Aujourd'hui, en effet, c'est bloqué. On n'ose pas affronter ce sujet-là. Et moi, je pense qu'il faut regarder aussi comment font tous les autres pays européens sur la réduction du chômage. Autre verrou potentiel, ce qu'on appelle les effets de seuil. Par exemple, une entreprise à 50 salariés a des obligations qui font qu'il y a beaucoup plus d'entreprises de 49 salariés que de 50. Il y a des négociations en cours. On vous a dit négocier avec les syndicats. Et puis, on est allé dans l'impasse. Les syndicats disent que c'est parce que le MEDEF était très dur dans la négociation. Non, nous n'étions pas très durs, si vous voulez. En fait, on est arrivé à 100 mètres du sommet du Mont Blanc pendant 4 mois. On était très proche d'un accord. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Nous, ce que nous disons, c'est qu'on doit moderniser, on doit lever les freins à l'embauche. Notamment, vous savez que lorsque vous passez de 49 personnes à 50 personnes, vous avez 35 obligations. Donc, vous avez une peur
de l'embauche à 50 personnes. Donc il faut lever ces freins. Mais pour ça, il faut faire des concessions avec les syndicats, parce qu'eux, ils tiennent à leur représentativité. Mais nous avons fait des concessions. Nous avons dit qu'il faut augmenter, par exemple, la formation des parcours des délégués du personnel et des délégués syndicaux. Il faut les former à la gestion, la former à la communication. Donc nous avons proposé, je dirais, c'est un accord qui était équilibré. Donc je pense qu'il faut continuer et que nous allons continuer de discuter avec ceux qui voudront, les partenaires sociaux réformistes, pour dire on ne peut pas s'arrêter là. Il faut continuer parce que nous avons un besoin de simplification de notre dialogue social dans les entreprises. Pierre Gattaz, cette image de patron dur que vous avez sur la ligne de ce qu'on a appelé la lutte des classes ce soir, vous l'assumez ? Mais non, moi je suis pour le partage, je suis pour le dialogue, je suis pour le débat, je suis pour l'appropriation. Par contre, il y a urgence. La France est un magnifique pays, je l'ai déjà dit, on a tout pour réussir. Par contre, nous sommes en train, je dirais, de déraper. Donc il faut bien prendre conscience que si nous ne faisons pas rien rapidement, eh bien nous allons voir le chômage continuer d'augmenter. Donc je pense que c'est un mélange, je pense qu'il faut expliquer, et c'est peut-être le problème que j'ai, c'est de ne pas suffisamment expliquer qu'on a tous les atouts, que la mondialisation ce sont des opportunités, que le numérique ce sont des opportunités, que la construction du futur on peut le faire en France. Et je crois qu'il faut expliquer pour que les gens s'approprient, qu'il y ait des débats, et je suis tout à fait ouvert pour le débat. Par contre, ce que je crains, c'est qu'on mette 250 ans pour réformer la France. Il ne faut pas. On a quelques mois. Merci beaucoup, Pierre Gattaz, de nous avoir reçus ici. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir sur le monde du syndicalisme. Merci à ceux qui ont préparé cette émission. François Ducroux, Thomas Auro, Joël Bruyandet et Clément Castex à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux. Philippe Lallemand à la réalisation. La soirée n'est pas terminée tout de suite. De la musique, c'est Alcaline sur France 2.